Bien, chers collègues, nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui M. Enzo Romoli, responsable des affaires européennes, et M. Parfait Bazebi, directeur des opérations de la plateforme FreeNow. Messieurs, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de vous être rendus disponibles pour participer à cette audition. Vous le savez, à partir du 10 juillet 2022, plusieurs membres du Consortium international des journalistes d'investigation ont publié ce qu'il est désormais convenu d'appeler les Uber Files, s'appuyant sur 124 000 documents internes à l'entreprise américaine datés de 2013 à 2017. Cette enquête a dénoncé un lobbying agressif de la société Uber pour s'implanter en France, comme dans de nombreux pays, des véhicules de transport avec chauffeur, des VTC venant concurrencer le secteur traditionnel du transport public, particulier de personnes qui étaient réservées jusqu'alors aux taxis. Dans ce contexte, notre commission d'enquête a deux objectifs. D'une part, identifier l'ensemble des actions de lobbying menées par Uber pour pouvoir s'implanter en France, le rôle des décideurs publics de l'époque et émettre des recommandations concernant l'encadrement des relations entre décideurs publics et représentants d'intérêts. Et d'autre part, pour ambition d'évaluer les conséquences économiques, sociales, environnementales du développement du modèle Uber en France et les réponses apportées et à apporter par les décideurs publics en la matière. La plateforme FreeNow fait partie évidemment des principaux concurrents de la plateforme Uber en France, comme dans plusieurs pays européens. Donc il nous a paru indispensable de vous auditionner pour, d'une part, recueillir vos impressions à la suite des révélations des Uber Files, et d'autre part, évoquer avec vous le fonctionnement de votre plateforme, plus généralement votre avis sur les conséquences de l'ubérisation de l'économie dans le secteur de la mobilité où vous opérez, mais aussi plus largement. Sur ce premier point, je constate que la plateforme FreeNow est l'héritière de la plateforme chauffeur privé qui s'était installée en France avant Uber. Pourriez-vous nous décrire les relations que cette plateforme entretenait à l'époque avec les différents ministères pour pouvoir pénétrer le marché de la réservation préalable? De quelle manière a-t-elle vécu l'arrivée d'Uber? Soutient-elle les méthodes de lobbying ou a-t-elle eu elle-même recours à des méthodes de lobbying pour pouvoir se développer en France? Et sur le second point, vous avez peut-être suivi nos auditions qui, depuis le début, abordent à la fois le sujet du statut des employés des plateformes de mobilité, qui sont considérés comme des indépendants, mais requalifiés souvent par le juge en prud'homme ou en cour de cassation comme des salariés des plateformes, étant donné l'existence d'un lien de subordination, de fait. Le sujet du dialogue social entre les employés et les plateformes, en particulier au sein de l'autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. Le sujet de l'emploi et des conditions de régularisation des travailleurs sans papier, des contrôles administratifs des plateformes sur le plan commercial, social, fiscal, voire pénal. Donc je vous propose d'entrer dans le vif du sujet, vous présenter en expliquant l'origine et spécificités de la plateforme FreeNow par rapport à Uber et en particulier votre positionnement par rapport à ces sujets qui ont été au cœur de nos échanges dans cette commission d'enquête. Je note, Monsieur Romoli, vous avez été dans vos précédentes fonctions conseiller pour les affaires européennes de l'Association française des entreprises privées. Donc, vous avez d'ailleurs peut-être vous-même une expérience en particulier en matière de lobbying et peut-être des propositions, une réflexion sur le cadre juridique en vigueur en France, mais aussi justement la façon dont il se compare aux autres pays européens. Je vous remercie pour votre présence, la qualité de vos réponses. Je vous rappelle que cette audition est ouverte à la presse, qu'elle est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. Et avant de vous laisser la parole pour vous présenter en quelques minutes et répondre à ces premières interrogations, avant d'entamer l'échange avec mes collègues, je vous rappelle que l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vais vous inviter l'un après l'autre à activer votre micro, lever la main droite et dire « je le jure ». Je le jure. Il faut éteindre, oui. Je le jure. Merci, messieurs, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs. Donc, nous comprenons que nous sommes la première plateforme opérant des VTC à être auditionnée dans le cadre de cette commission d'enquête. Donc, je vais commencer mon propos introductif par, comme vous l'avez demandé, une brève présentation de l'application FreeNow qui ne propose pas que du VTC, puisque nous sommes en fait la première application multimodale en Europe. Nous sommes donc une plateforme européenne créée en 2009 en Allemagne et qui est soutenue par les groupes BMW et Mercedes-Benz Mobility. Nous sommes aujourd'hui présents dans 10 pays et 170 villes en Europe. Donc je vous disais que nous sommes la première application de mobilité urbaine en Europe avec un modèle qui nous est propre puisque nous fonctionnons de la façon suivante. Nous agrégeons via des partenariats actuellement 14 fournisseurs de mobilité différents qui nous permettent de faire bénéficier à nos utilisateurs de ce qu'on appelle une expérience de bout en bout, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de réserver et de payer directement sur notre application
pour des services donc, de micromobilité, de véhicules en autopartage, de VTC, évidemment, de taxis, mais aussi, depuis récemment en Allemagne, mais c'est quelque chose que nous souhaitons développer aussi ailleurs, les transports publics, avec des billets de bus et de métro. Concrètement, sur taxi, VTC, véhicules en autopartage, pour vous donner un chiffre, nous proposons 430 000 véhicules sur une seule application. Une autre spécificité, c'est qu'en dehors de la France, notre activité principale repose en fait sur la réservation de taxis, qui sont l'ADN de Freenow. D'ailleurs, peut-être que vous nous connaissiez sous ce nom-là auparavant, mais nous nous appelions MyTaxi. Alors, nous sommes aujourd'hui un des leaders de la réservation de taxis en Europe. Pour vous donner un chiffre, en 2021, nous avons réalisé 120 millions de courses. En Allemagne ou au Royaume-Uni, nous proposons les deux services, VTC et taxi. En France, depuis juin 2002, donc c'est très récent, nous proposons aussi la réservation de taxi sur notre application et nous avons actuellement 1500 chauffeurs actifs à Paris et dans son agglomération. Alors, pour revenir plus spécifiquement à la France, où nous sommes présents dans 9 villes, nous sommes en tant que Freenow présents depuis 2018, mais nous étions auparavant connus sous le nom de Captain et, comme vous l'avez dit, de chauffeurs privés qui opéraient sur le marché français depuis 2011. À ce titre, nous sommes membres de la Fédération française de transport de personnes sur réservation, la FFTPR, et nous participons au dialogue social avec les organisations syndicales. Comme pour les autres plateformes qui proposent de la réservation de VTC, notre modèle économique est basé sur le prélèvement d'une commission sur le tarif des courses, qui s'élève à 24%. Alors, un point important à préciser, c'est que nous sommes une plateforme européenne qui paie ses impôts et ses taxes localement. Concrètement, ça ramène le niveau réel de notre commission à 20%, puisque les 4% restants sont de la TVA qui est récupérable par les chauffeurs. Voilà, donc c'était en quelques mots une présentation de Freenow. Monsieur le Président, pour répondre à votre première question sur chauffeurs privés et les relations qui ont pu être avec les pouvoirs publics, ça va être très compliqué pour moi d'y répondre pour la bonne et simple raison que les personnes qui étaient en activité à ce moment-là ne le sont plus et je n'ai pas d'éléments particuliers que je puisse vous fournir, notamment sur votre deuxième question sur le lobbying qu'aurait pu pratiquer chauffeur privé au moment de son implantation en 2011. J'en suis désolé, peut-être que nous pourrions, sur des échanges par la suite, je pourrais peut-être vous apporter plus de précision. Sur la question du fonctionnement et du dialogue social, je vais laisser mon collègue parfait vous répondre plus en détail. Bonjour Monsieur le Président, Madame la rapporteure, bonjour Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président, sur la question notamment du statut d'indépendant des chauffeurs de VTC, vous avez précédemment, dans les précédentes auditions, reçu, si je me trompe bien, Monsieur Yassine Bensassi, qui est vice-président de l'Association des VTC de France. Donc, Monsieur Yassine Bensassi, que vous avez entendu, vous a dit les chauffeurs veulent majoritairement rester indépendants. Les chauffeurs VTC en France sont et veulent rester indépendants. Sur le dialogue social, Freenow, membre de la FFTPR, participe activement au dialogue social, avec notamment des avancées dont vous avez pris connaissance sur le revenu minimum qui a été porté à 7,65 €. Oui, effectivement, si je dois reprendre, vous aviez posé une question par rapport à mes précédentes fonctions dans le cadre de la FEP et les éventuelles recommandations que je pourrais avoir sur l'encadrement du lobbying en France. Simplement, mes fonctions dans le cadre de la FEP étaient en fait à Bruxelles. Donc la pertinence de mon avis, je pense, serait assez limitée sur l'encadrement du lobbying en France.
Et est-ce que vous pouvez nous dire un mot de ce qui vous différencie aujourd'hui des principaux concurrents sur le marché, en particulier Uber, en particulier en ce qui concerne la question du statut des travailleurs au sein de Freenow? Ou est-ce que vous êtes vraiment sur un modèle qui est assez aligné et comparable de ce côté-là? Aujourd'hui, nous avons des spécificités vis-à-vis de nos chauffeurs. Donc, je disais, nous travaillons avec nos partenaires chauffeurs, nos partenaires indépendamment chauffeurs, sur différents aspects, notamment un des points qui a été évoqué sur les précédentes auditions, que je vais aborder ici, ça va être la déconnexion des chauffeurs. Il faut savoir que chez nous, nous vérifions les documents des chauffeurs et nous vérifions physiquement la concordance entre leurs documents et la réalité. Ensuite, nos chauffeurs partenaires travaillent indépendamment sur notre plateforme et notamment pour revenir sur la question des déconnexions. À la différence peut-être d'autres plateformes, nous ne pratiquons pas de déconnexion ni massive ni automatique de nos chauffeurs indépendants. Nous pratiquons notamment des déconnexions dans des cadres très précis qui vont être des cas d'usurpation d'identité qui peuvent être remontés par la police, des cas de fraude sur les documents qui peuvent être détectés par nos services, des cas de non-renouvellement de documents obligatoires. Chacune de ces déconnexions est évidemment accompagnée d'une conversation avec le chauffeur et d'une conversation menée par nos équipes services clients qui sont dédiées à nos chauffeurs. Nous dédions, donc, comme je l'ai précédemment évoqué, des services à nos chauffeurs. Nous les accompagnons notamment dans la transition écologique. Je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Et nous faisons en sorte de créer un écosystème de partenariat qui puisse être avantageux pour nos chauffeurs. Ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur le profil de vos chauffeurs. Déjà, combien de chauffeurs vous avez? Quelle est la proportion, selon vous, de ceux qui font déjà cette activité à temps plein? Et est-ce qu'ils sont, pour la plupart, principalement connectés uniquement à votre application? Ou est-ce que c'est des gens qui vont switcher entre Uber, Freenow et d'autres applications? J'aurais d'autres questions, mais peut-être commençons par celle-là. Alors, des chiffres sont disponibles sur l'Observatoire des transports, et donc je vais vous les communiquer. D'après les données établies sur 2022, plus de 3/4 des chauffeurs sont multiplateformes. Ils travaillent à la fois sur plusieurs plateformes en même temps. C'était ça le point principal de votre question. Alors, ça, c'est pour les chauffeurs en général. Et vous, combien de chauffeurs vous avez dans votre base Freenow? Nous avons sur notre base Freenow 30 000 chauffeurs inscrits sur notre base. D'accord, 30 000 chauffeurs. Et est-ce que vous arrivez à identifier ceux qui font ça, vraiment c'est leur activité à plein temps, ils sont chauffeurs VTC, et ceux qui peuvent éventuellement faire ça comme un complément de revenu d'autres activités? Nous ne suivons pas sur ce niveau-là nos chauffeurs, ils sont indépendants, ils travaillent comme ils le souhaitent, ils travaillent à mi-temps, à plein temps comme ils le souhaitent, sans que nous ayons vraiment un suivi ni de consignes derrière de méthodologie de travail. Donc, comme je disais, ils travaillent en toute indépendance. Cependant, je sais que l'Observatoire, justement, a publié des chiffres là-dessus. On pourrait revenir vers vous dans un second temps. D'accord, c'est intéressant. Et encore une fois, juste par curiosité, sur vos chauffeurs, est-ce que vous arrivez à avoir des données sans forcément les contrôler sur ce sujet, mais est-ce que vous avez des données sur le nombre d'heures moyen? Est-ce que vous avez plutôt une majorité de chauffeurs qui vont faire ça seulement quelques heures par semaine, d'autres qui vont le faire beaucoup? Est-ce que vous arrivez à avoir un petit peu une visibilité sur leur pratique? Alors,
je vérifiais justement si on avait ces chiffres-là. Aujourd'hui, c'est pas, comme vous le disiez, c'est pas des chiffres que nous contrôlons et nous suivons. Mais dans un second temps, on peut revenir vers vous pour vous donner plus de précision là-dessus. C'est intéressant. En fait, la raison pour laquelle je pose ces questions, et c'est un peu au cœur de beaucoup de nos débats, même si la rapporteure dira probablement à juste titre que de toute façon, le sujet n'est pas tellement la volonté des chauffeurs, mais plutôt évidemment le droit du travail. Mais il y a tout de même cette question effectivement de savoir, et donc comme vous l'avez dit vous-même, et c'est effectivement ce que démontrent en tout cas les résultats des premières élections, malgré un taux de participation qui reste encore à ce stade faible. Comment est-ce que vous arrivez justement à évaluer? Est-ce que pour vous c'est le résultat de beaucoup de conversations avec vos chauffeurs? Est-ce qu'il y a peut-être, vous avez une méthodologie peut-être un petit peu plus poussée pour pouvoir évaluer la volonté des chauffeurs justement d'être indépendants? On a tous, je pense, des conversations quand on prend un VTC avec le chauffeur pour parler un peu de sa situation et de sa volonté, mais est-ce que vous arrivez à l'évaluer de façon, je dirais, plus quantitative, un peu plus scientifique? Alors, les principaux critères d'évaluation sont des remontées terrain qu'on a. Aujourd'hui, nos équipes discutent au quotidien avec des centaines de chauffeurs. Nous participons notamment au dialogue social avec les élus chauffeurs. Les remontées terrain qu'on a sont toutes concordantes. Les élus représentatifs, les élus et les organisations syndicales qui représentent les chauffeurs vous l'ont dit. Nos équipes nous le disent et nous venons ici encore vous le confirmer. Les chauffeurs sont indépendants et veulent rester indépendants. Mon collègue aura des éléments qui vont aller là-dessus, mais en tout cas, pour la représentation des chauffeurs, pour les chauffeurs avec qui nous discutons, tout à l'heure j'ai dit qu'on avait 30 000 chauffeurs dans notre base inscrite, les centaines de chauffeurs avec qui nous avons des contacts réguliers, les chauffeurs qui viennent s'inscrire chez nous disent et nous répètent la même chose, les chauffeurs sont indépendants et veulent le rester indépendants des plateformes. Alors j'ai plusieurs questions à vous poser. Est-ce que vous avez déjà fait l'objet de contrôle de l'inspection du travail ou de l'URSSAF? Plus généralement, avez-vous fait l'objet d'enquêtes ou de sanctions administratives ou judiciaires? Si oui, pour quel fait et pour quel montant? Aussi, ne pensez-vous pas, comme vous êtes une plateforme qui paye ses impôts en France et s'acquitte de la TVA, ce qui n'est pas le cas de toutes les plateformes, est-ce que vous ne pensez pas que vous faites l'objet que vous pourriez être victime de fait d'une situation de concurrence déloyale au vu des pratiques d'autres plateformes? Voilà, donc c'est une... oui, et aussi, donc j'avais dit l'inspection du travail, l'URSSAF, la question fiscale, et autre question, comment protégez-vous les données personnelles de vos travailleurs et de vos clients? Merci Madame la rapporteure. Je vais prendre ces questions. La première sur un audit par l'inspection du travail, oui, tout à fait. Comme plusieurs autres plateformes à la même époque, Frina a fait l'objet d'un audit par l'inspection du travail entre avril 2017 et mars 2018 concernant les opérations de chauffeurs privés entre 2016 et 2017. L'objectif étant de vérifier effectivement le lien qui unissait la société et les chauffeurs utilisant la plateforme. En conséquence, en mars 2021, l'URSSAF nous a communiqué un redressement et une amende pour travail dissimulé sur la période 2016-2017. Il y a donc deux procédures qui ont été ouvertes, un volet civil et un volet pénal, puisqu'en parallèle, il y a eu l'ouverture d'une procédure pénale par le ministère public, pour laquelle je pense que c'est une précision importante à vous communiquer, c'est qu'aucun chauffeur ne s'est constitué partie civile. Le résultat, temps provisoire, c'est que le 5 décembre 2022, le tribunal correctionnel de Paris a prononcé la relaxe de chauffeurs privés, en concluant à l'absence d'éléments concrets et probants permettant de caractériser l'accusation de travail dissimulé. Le parquet a interjeté appel de la décision et nous sommes dans l'attente d'une date pour le dit appel. Concernant la concurrence déloyale qui peut être faite notamment via la fiscalité, alors
comme je vous le disais, oui, effectivement, nous payons nos taxes en France. Effectivement, ça peut être un problème de concurrence par rapport à d'autres plateformes qui ne le font pas. Maintenant, on s'inscrit dans une démarche qui consiste à essayer de proposer les meilleurs services possibles aux chauffeurs et aux utilisateurs pour justement essayer de dépasser des conditions de concurrence qui peuvent parfois être problématiques. Sur votre troisième point, sur la question des... Oui. Sur la fiscalité, vous parlez des taxes, donc de la TVA, mais vous êtes aussi toujours en France au niveau de la fiscalité en tant que telle de société. Oui, tout à fait. Sur votre troisième point, sur la question des données, à la fois pour les chauffeurs et les utilisateurs, nous agissons évidemment dans le cadre du règlement général sur la protection des données, donc qui permet l'utilisation de certaines données personnelles dans un cadre qui est strictement limité et encadré. Et nous ne sortons évidemment pas de ce cadre. Oui, juste effectivement une question. On a rencontré les différents syndicats représentatifs au sein de l'ARPE. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de la façon dont vous voyez aujourd'hui l'organisation du dialogue social au sein de la profession, qui est encore assez balbutiant et récent, bien sûr. Quel regard vous portez sur l'existant et puis sur ces évolutions potentielles? Est-ce qui vous paraît satisfaisant à ce stade? Encore une fois, sur les auditions précédentes, vous avez eu de mémoire Monsieur Fabien Tossolini de l'Union, qui disait que de son point de vue, tous les acteurs autour de la table, plateforme compris, travaillent de concert pour l'amélioration des conditions des chauffeurs VTC. C'est un avis que nous partageons. L'intégralité des acteurs qui participent au dialogue social travaillent pour l'amélioration de la qualité des chauffeurs VTC, Frina y compris. Aujourd'hui, nous avons eu des avancées, on pourra y revenir en détail, en termes de revenus minimum pour les chauffeurs, des avancées qui sont majeures en termes de revenus minimum pour les chauffeurs. On continue de travailler avec des agendas qui sont décidés en accord avec les plateformes et les organisations syndicales, notamment sur la protection, toujours, sur des revenus des chauffeurs VTC, sur la déconnexion des chauffeurs de plateforme. Globalement, le dialogue social est à ses débuts. Le dialogue social est encore à ses bases et vient de s'installer. Les négociations sont sur le bon chemin et des résultats concrets déjà sont arrivés. Nous nous en satisfaisons. Et nous nous satisfaisons aussi de la place que Frina prend dans le dialogue social. Est-ce qu'on a d'autres... Oui, Madame la rapporteure. Les représentants des chauffeurs qui siègent au niveau de l'ARPE nous ont fait part que la composition du collège en fait, des plateformes faisait que finalement aucun accord ne pouvait être signé sans l'aval d'Uber, qui avait donc une position prépondérante. Qu'avez-vous à dire à cela? Et concernant le tarif minimum qui a été mis, pouvez-vous confirmer qu'il est bien inférieur au tarif sur lequel vos chauffeurs sont aujourd'hui rémunérés par le biais de votre plateforme? Alors, l'objectif du tarif minimum qui a été mis en place via le dialogue social, c'est de fixer un minima. Tout l'enjeu du tarif minimum, c'est de dire que quel que soit le contexte économique, donc favorable ou défavorable aux plateformes, plus aucune plateforme ne pourrait descendre en dessous
de ce tarif minimum, ce qui n'était pas du tout le cas avant son instauration. Des plateformes étaient au-dessus de ce tarif minimum, d'autres étaient en dessous. Nous étions légèrement au-dessus de ce tarif minimum. Mais l'enjeu principal, c'est de dire qu'aujourd'hui, aucune plateforme ne peut redescendre en dessous de ce tarif minimum-là. Et les plateformes de concert avec les organisations syndicales ont décidé d'aller plus loin et de continuer les négociations sur le revenu. C'est le premier enjeu et c'est le premier point du dialogue social et le premier résultat concret qui va améliorer la condition des chauffeurs VTC. Sur le second point, en effet, nous pensons que les débats devraient être plus équilibrés. Ce sont des remarques qui ont déjà été remontées plusieurs fois, notamment par la FFTPR. Nous allons dans ce sens-là, mais aujourd'hui, notre priorité est de nous concentrer sur des résultats concrets qu'on peut apporter sur les chauffeurs. Nous avons toute confiance dans les institutions avec qui nous avons remonté le sujet et nous espérons que sur le prochain cycle qui donc va commencer sur septembre 2022 pour 2023, des changements pourront être faits dans ce sens-là. Alors, vous avez donc été l'objet d'un redressement par l'URSSAF pour la période 2016-2017. Donc, j'imagine que c'était pour une démarche conjointe avec l'inspection du travail, considérant que les chauffeurs VTC étaient dans un lien de subordination et qu'il y avait matière à requalification salariée. Si j'ai bien compris, la relaxe pour absence d'éléments de travail de dissimulé fait l'objet d'appels du parquet. Il n'y a pas eu d'autres interventions parallèlement depuis 2017, une intervention à ce sujet. Et sur l'absence d'éléments de travail dissimulé, est-ce que la décision de justice aussi s'appuyait sur le fait qu'il y avait peu de chauffeurs qui avaient été volontaires pour répondre aux entretiens, puisque je crois comprendre dans les démarches, que ce soit de l'URSSAF ou de l'inspection du travail, cela nécessite de s'appuyer sur un bon nombre d'entretiens passés avec beaucoup de chauffeurs, mais peut-être n'ayant pas connaissance du contenu de la décision de justice, à côté de sa motivation, je ne sais pas. Alors pour répondre à votre première question sur la motivation, oui, le tribunal a considéré qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments matériels pour caractériser une infraction. Notamment, sans rentrer dans les détails, que les entretiens qui avaient été réalisés dans le cadre de ce contrôle n'avaient pas été suffisants. Et donc oui, comme je vous le disais, il y a eu appel de la décision. Concernant une autre procédure, nous avons actuellement un prud'homme avec un chauffeur. Et là encore, l'affaire est pendante puisqu'il y a eu appel des deux parties. Sans départage ? Non, je crois que c'est allé encore. Il y a eu la décision il y a eu le jugement des prud'hommes et c'est parti en cour d'appel. Si je ne dis pas de bêtises. Sur un autre sujet, pour revenir à des échanges qu'on a eus un petit peu plus tôt aujourd'hui, qu'on aura d'ailleurs aussi cet après-midi, est-ce que vous pouvez me donner votre perspective sur les débats européens en cours sur la directive européenne de présomption de salariat, et est-ce que vous considérez que si demain on passait à une présomption de salariat, ce serait menaçant pour votre modèle économique? Quel type de conséquences ça pourrait avoir? Merci Monsieur le Président. Oui, effectivement, nous suivons les débats actuellement à Bruxelles. Comme vous le savez très certainement, les discussions sont toujours en cours, notamment au niveau du Conseil. Effectivement, le Parlement a déjà adopté sa position de négociation, mais nous n'avons pas de vision sur un texte final. Mais je peux néanmoins évidemment vous partager à ce stade deux observations importantes pour nous.
Alors la première, c'est qu'effectivement, il y a une instauration d'une présomption de salariat que nous regrettons parce que la façon dont elle est amenée, puisque les critères permettant de déterminer cette présomption ne tiennent pas compte, à notre sens, des réalités différentes des plateformes et des secteurs. Comme mon collègue Parfait vous l'expliquait, chez nous, enfin dans le secteur des VTC, vous avez les chauffeurs qui s'expriment et qui indiquent à une très large majorité qu'ils souhaitent rester indépendants. Concernant la position du Parlement européen, effectivement, en plus, elle élargit cette présomption de salariat. La deuxième observation, en lien avec la première, c'est que la façon dont sans rentrer trop dans les détails, mais la façon dont les critères permettant de déterminer la présomption de salariat sont écrits, sont pour nous une source d'insécurité juridique, à la fois pour les plateformes et pour les chauffeurs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, aujourd'hui, si vous regardez la proposition de directive, on pourrait encourir une requalification du simple fait d'obligations qui sont contenues dans les législations nationales. Par exemple, ça va être le contrôle des documents et de l'identité des chauffeurs. Donc, un point important pour nous, c'est qu'il faudrait une meilleure prise en compte en fait, des réglementations nationales et aussi des accords collectifs. Parce que si je prends le cas français en particulier, ça vous a été expliqué par mon collègue, ça vous a été expliqué dans le cadre d'autres auditions, j'en suis sûr, mais il y a tout le travail du dialogue social qui est en cours. Et le modèle du dialogue social, comme nous le voyons en France, est quelque chose qui est amené, nous l'espérons, à réussir. Donc c'est important, à notre sens, que ce type de réglementation soit bien pris en compte dans la directive. Enfin, le troisième point sur l'impact qu'une présomption de salariat telle que prévue dans la directive aurait sur Frina. Oui, effectivement, il y aurait un impact évident puisque nous sommes une plateforme de réservation de services de mobilité. Nous n'opérons pas comme une société de transport. Donc, est-ce que je peux vous la chiffrer, vous la quantifier à ce stade? Non. Mais il y aurait des conséquences importantes pour les chauffeurs, pour les plateformes et aussi pour les utilisateurs. Il y a des questions très pratiques en fait qui se posent avec ce texte. Par exemple, on sait que les chauffeurs, une des choses qu'ils apprécient, c'est de pouvoir utiliser plusieurs applications. Si on était sur une présomption de salariat avec des requalifications, on ne sait pas concrètement comment les chauffeurs pourraient continuer à utiliser plusieurs applications. On ne sait pas non plus quel serait l'impact sur leur niveau de rémunération. On ne sait pas non plus quel serait l'impact sur l'offre de VTC, tout simplement. Donc voilà, c'est les observations que je peux vous faire à ce stade. Bon, écoutez, je crois que ce sont toutes nos questions pour l'instant. On vous fera peut-être parvenir d'autres questions complémentaires ou des demandes de dossiers. Si bien sûr vous avez d'ailleurs d'autres éléments que vous voulez nous faire parvenir, n'hésitez pas dans les prochaines semaines. Mais dans l'intervalle, écoutez, je vous remercie de votre disponibilité et de la clarté de vos réponses. Puis je vous souhaite une excellente journée.